Alors, bonjour, chers auditeurs, auditrices. Bienvenue à notre heure de cinéma qui se nomme Derrière l'image, l'émission à Radio Centre-Ville. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Robert Daudelin. Bonjour, Robert. Bonjour, Pierre Pajot et Robert Daudelin à l'animation aujourd'hui. Et nous avons le bonheur, le plaisir de rencontrer le cinéaste André Gladu. Nous allons lui consacrer l'heure. Une heure. Avec André, on a besoin d'une heure. Je me demandais si ça n'aurait pas pris deux, Robert. Mais néanmoins, nous allons vivre dans le corset, comme nous disons tantôt, d'une heure. Oui. Alors, bonjour. Bonjour, André. Bonjour, André. Bonjour. Robert, ça fait longtemps qu'on voulait faire quelque chose avec André, mais ça s'est imposé plus fermement parce que le 4 décembre dernier, à la Cinémathèque, il y a eu une grande fête avec même de la musique live et une fête qui voulait souligner le fait que le 30 octobre 2017, l'UNESCO a informé la planète que le son des Français d'Amérique faisait désormais partie de la mémoire du monde. Et c'est quelque chose de très important dont André est très fier, mais dont on est tous très fiers parce que un projet de cinéma québécois se retrouve dans ce grand programme de l'UNESCO, c'est formidable. Mais en même temps, on avait une double raison de fêter ce soir-là parce que André Gladu a eu le prix Albert Tessier récemment, donc raison de plus pour fêter et pour te recevoir à l'antenne de Derrière l'image. Mais justement, avant de faire le tour de tout ce que tu as fait dans ta carrière, je voulais qu'on parle du son des Français d'Amérique qui a été sélectionné par l'UNESCO parce que c'est un énorme projet qui t'a occupé pendant pas mal d'années, 5-6 ans. De 1974 à 80. Ouais. Mais j'ai conçu la série en 73. OK. Alors que on sait que tu avais fait le Reel du Pendu en 72, puis c'est un peu à partir du Reel du Pendu que tu débarques, que tu élargis, puis que tu arrives sur le terrain d'une tradition orale que tu découvres très vaste, qui est justement, tu dis, l'Amérique. Bien, c'est le premier film que j'ai fait, le Reel du Pendu, a été fait dans la foulée des événements de 70, comme j'ai dit à Cinémathèque le 4 décembre. Qu'est-ce que c'est le rapport? Mais le rapport, c'est que le Québec s'est trouvé sous les mesures de guerre, qui est une des mesures les plus violentes qu'on peut appliquer sur une population. Peu importe les raisons pour lesquelles on a invoqué les mesures de guerre, le fait est que la population le subit, ça. Et on ne fera pas la liste des poètes, des artistes, des chanteurs, des militants syndicaux qui ont été arrêtés, et trois quarts du temps inutilement, juste pour fabriquer des listes pour la GRC, des intellectuels et des militants de tout acabit qu'il y avait au Québec. Mais la population elle-même a été humiliée de ça. C'est évident, et c'était le but d'ailleurs. Ça a été dénoncé dans la commission McDonald et Keeble par la suite. Mais un des effets que ça a eu dans la population, c'était sur moi, en tout cas, de penser comment on se défend contre des abus comme ça. Celui-là, comme d'autres, à l'époque de Duplessis, on a eu d'autres sortes d'abus. Oui, tu as eu d'autres. La loi du cadenas. La loi du cadenas, puis c'était pas terrible, non. C'était pas fameux. C'était pas génial non plus. Et la chasse aux sorcières contre les communistes, qui est devenue, avec M. Chrétien, la chasse aux séparatistes, même pensée, même manière d'approcher les choses. En fait, que moi, je me suis demandé les abus de ça, comment on se défend de ça, et en réfléchissant à ça, en parlant à des amis aussi, mais tout le monde n'est pas fils d'avocat international ou tout le monde n'a pas de mère qui enseigne le droit international ou qui a un oncle diplomate. Alors, quelle valeur et quelle compréhension de la démocratie un peuple doit avoir pour se défendre contre ça? Et on n'est pas les seuls qui avons passé par ça. Ça ressemble beaucoup à ce qui est arrivé à d'autres peuples en Amérique latine. Chili, ben oui. Chili, mais c'est vrai pour Cuba, c'est vrai pour le Venezuela, c'est vrai pour beaucoup de la Colombie, l'Honduras maintenant. Bon. Et moi, la réponse que j'ai donnée, c'est ma réponse, parce que je venais d'un univers plus culturel, peut-être artistique, et moins social et politique. Mais moi, j'ai pensé que la manière qu'un peuple se défend contre ça, sa culture démocratique, c'est sa culture tout court.
Ce par quoi passe un individu ou une collectivité au cours de son histoire fait que par les bons coups, les mauvais coups, les hauts et les bas de l'évolution d'une société, il se fabrique une sorte de sens critique qui fait qu'un peuple sait que son père a été arrêté en 1911 à Québec, son oncle a été arrêté à la Deuxième Guerre mondiale parce qu'il était contre la conscription. Nous, ça nous arrive en 70 et ça va être quoi le prochain? Parce que, c'est épisodique, c'est à tous les 30-40 ans que ça se produit au Québec, là, depuis 1760. Donc, on est obligé de penser que, quelque part, le peuple est obligé de faire le tri de tout ça et comprendre quand est-ce qu'il y a un abus et quand est-ce qu'il n'y en a pas. Et dans sa culture, c'est quoi qui lui maintient une certaine compréhension de son expérience historique? Une résistance. Oui, mais c'est culturel, ça aussi. Et ça s'exprime. Pas uniquement pour nous, c'est vrai pour tous les peuples à travers le monde, y compris les Américains. Ils ont une longue tradition de folk song qui est reliée à la fois au développement de la musique, mais aussi aux positions sociales. Ils en ont besoin plus que jamais, en plus. Actuellement, ça nous prendrait plusieurs Bob Dylan pour renverser la tendance. Mais moi, j'ai pensé ça. Et donc, dans notre culture populaire, c'est quoi? C'est sûr qu'il y a des chansonniers, c'est sûr qu'il y avait des gars comme Leclerc, Gauthier, Gilles Vigneault, la Bolduc qui ont touché à des questions comme ça. Mais plus profondément, historiquement, c'est carrément le fond et la chanson et le patrimoine musical est chanté. Parce que ce patrimoine-là, celui des violonneux, comme celui des chanteurs ou des danseurs de gigue, etc., il est né dans des conditions de misère. Il est né dans des conditions difficiles. Il n'est pas né dans un département d'anthropologie. Parce que c'est tellement vaste. Il y a 27 films dans la série. Oui. Hein? Ça couvre un territoire immense. Avec beaucoup de protagonistes. Comment tu as structuré ton enquête? C'est toi qui as bâti le périple pour faire les films? Oui, comme tu as bien dit tantôt, le Rille du Pendu, qui était basé sur les liens entre l'Acadie, la Louisiane et le Québec, m'ont fait voir l'envergure de ce qu'on appelle la francophonie nord-américaine. Et à l'époque, au début des années 70, tu le sais, il y a peu de gens au Québec qui savaient tout ça, qui savaient qui étaient les Acadiens, qui étaient les Métis dans l'Ouest, que c'est qui arrive vraiment avec les Franco-Américains. La Louisiane, ça parle français, le monde ne me croyait pas à l'époque. Non. C'est Léonard Forêt avec ses Acadiens de la dispersion qui m'avait guidé là-dessus. Mais au travers de la recherche que j'ai faite pour le Rille du Pendu, je me suis aperçu qu'il y en avait d'autres. Il y en avait à Terre-Neuve, il y en avait dans l'Ouest, il y en avait même dans le Missouri. Et quelque part, d'agrandir le concept au son des Français d'Amérique, c'était une manière de dire et de reconnaître l'apport des francophones en Amérique à ce qui est devenu l'Amérique. On parle toujours du American Dream ou c'est même pas un rêve là, de ce que c'est que le nationalisme canadien imagine comme société. Chacun a sa manière de tirer ça. Il y a les exploits des Haïtiens qu'on oublie, qui est la première république noire au monde, avec Toussaint l'Ouverture, 1790-91, jusqu'à la déclaration d'indépendance. On ne savait rien de tout ce monde-là. Et moi, avec le son des Français d'Amérique, j'ai voulu ouvrir là-dessus. C'est une manière, pas du tout de nier ce qu'est le Québec, puis de me noyer dans la francophonie hors Québec. Un n'exclut pas l'autre. On ne peut pas comprendre le Québec si on ne comprend pas les autres francophones, mais eux-mêmes n'arrivent pas à se comprendre s'ils ne comprennent pas ce qui est arrivé au Québec, parce qu'historiquement parlant, c'est parti beaucoup d'ici et d'Acadie. Et le troisième noyau important, c'est la Nouvelle-Orléans et la Louisiane. Mais c'est lié aussi à la question amérindienne. Tu ne peux pas comprendre le Québec historiquement si tu ne comprends pas les rapports qu'il y a eu avec les Autochtones et les francophones, les Français d'abord, puis les vieux Canadiens, nos ancêtres, quoi. Et c'est ça qui a fait que ça a ouvert comme ça. Mais comment tu as réussi à vendre un projet aussi ambitieux? Parce que, tu sais, c'est vaste. Ouais. Et est-ce qu'au départ, tu avais imaginé que ça donnerait autant de films? 27 films, là, c'est énorme. Bien, on est parti par intuition, parce que les anthropologues ont leur méthode de travail, les scientifiques, les historiens ont la leur, les cinéastes, on procède par intuition, je ne suis pas le seul. Et quand j'ai... Tu étais avec Michel Brault, il faut bien dire. Non, avant ça, j'étais tout seul quand j'ai conçu la série. Je suis allé la déposer à Radio-Canada, comme il explique, et c'est un gars...
ouvert, que tu connais bien, malheureusement, qui nous a quittés, René Boissé. Il est mort en 2012, je ne le savais pas. Je l'ai appris mardi dernier. Mais René Boissé, regardez ça, il avait un intérêt pour ça. Et il a été surpris, lui et Guy Joussemet, de voir l'approche que j'y donnais. C'est-à-dire que plutôt que de tomber dans du folklore ou des étiquettes ou de limiter ça à juste une approche ethnologique ou anthropologique, d'ouvrir sur l'Amérique francophone. Lui-même n'en savait rien, mais il a été séduit par la fait partie de ces gestionnaires de l'époque à Radio-Canada et à l'ONF. Il y en a eu beaucoup, 60, garantis, et qui ont pris un risque. Il a pris un risque. Et la preuve, c'est quand il m'a répondu, Gladu, on a examiné le projet, on est d'accord avec ça, mais là, veux-tu trouver quelqu'un qui peut assurer la mise en film ou une maison de production? T'en as pas. C'est comme ça que je suis allé voir Michel Brault. Je lui ai proposé le projet pour devenir caméraman. Il sortait de chez Prisma Film ce jour-là, Michel. Il venait de lancer les ordres. Ça tombait pile. C'était pas un ami, Michel Brault. Il est devenu un ami. Mais j'admirais son travail. Et je me suis dit, si Radio-Canada me donne le feu vert pour ça, je veux pas rater mon coup. Mais aller chercher, de mon opinion, le meilleur. Et comme Michel était un caméraman, un chorégraphe du cinéma direct génial, il a examiné ça, puis il m'est revenu après, puis il a dit, écoute, on va pas faire ça comme ton caméraman. À l'âge que j'ai, je suis à l'apogée de mon métier. Ce que je t'apporte, c'est la mise en film. Toi, t'apportes le contenu, la recherche, le contact avec les musiciens. On va être co-réalisateur. Prends le temps d'y réfléchir, puis même plus que ça, on va être coproducteur. L'idée vient de Michel. J'ai réfléchi à ça, puis j'ai dit, gardez la paternité de ça tout seul, puis aller me chercher quelqu'un de moins bon, c'est pas intelligent. Non. C'est pas de moi qu'il s'agit. C'est des francophones en Amérique, y compris les Québécois, puis y compris tout ce patrimoine vivant qui est important de revaloriser au travers de ça aussi. J'ai dit oui. Et ça a fait un travail plus d'équipe, je te dirais. Cette chimie-là, elle a fonctionné tout de suite. Oui, elle a fonctionné à plusieurs niveaux. D'abord, strictement au niveau social et politique, Michel et moi, on se rencontrait là-dessus. Il lançait les ordres, et moi, je lançais ce projet-là. Quelque part, il a vu là-dedans, et il m'a avoué, comme Pierre Perrault l'avait fait aussi, il dit, il y a plusieurs cinéastes à l'ONF depuis à peu près 20 ans qui essayent d'aborder la question des violonneux, ils ne savent pas comment. Ton approche, elle est spéciale, en ouvrant, comme tu as dit, sur l'Amérique. Et c'est important, ça, parce que ça n'empêche pas que le Québec soit ce qu'il est, mais de comprendre qu'on joue un rôle en Amérique du Nord. Il y a des gens qui voudraient penser qu'on est juste une petite province qui suit les ordres de je ne sais pas trop qui, mais c'est une société qui se tient et qui est originale. Et ce qu'elle a apporté à l'Amérique est majeur. Et quand le Québec va bien, les autres francophones vont bien. Quand on se met à caler, ce qui est le cas en ce moment, les autres francophones calent. On l'a vu avec les Franco-Ontariens. C'est pas long que les vieux démons de l'Ontario ressortent, puis pour eux autres, c'est des parasites, ça, les francophones. Tu pouvais rayer ça de la carte. Toi, t'es né franco-ontarien, n'est-ce pas? Non, je ne suis pas franco-ontarien du tout. Je suis né par mon baptistère à Ottawa parce que mon père travaillait pour le Royal Air Force à l'époque, Canadian Royal Air Force. Il était dessinateur dans un task force. Il dessinait les trains d'atterrissage des avions qui allaient atterrir à Gander dans le Grand Nord. Parce que les Alliés à l'époque, bon, pour les jeunes qui nous écoutent, ils se disent de quoi ils parlent. De quoi ils parlent. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, ça, c'est vrai. Contrairement à ce qu'on a raconté, beaucoup de Québécois se sont enrôlés par principe pour se battre contre le fascisme. C'est le cas de 2 de mes oncles, dont un est allé au front, qui s'est battu à Monte Cassino, qui est un héros de guerre, mais évidemment pas reconnu par le fédéral, comme beaucoup de petits Canadiens français. Mon oncle Arthur, le frère de mon père, qui est allé avec les armées d'occupation en Allemagne, et mon père n'a pas eu besoin d'être conscrit. Il s'est lui-même enrôlé pour être dessinateur. Et comme il a un problème avec sa vue, même s'il était très bon dessinateur, il ne pouvait pas être envoyé au front. Il a décidé de travailler, parce qu'il était fort dans son domaine, sur un groupe comme ça qui travaillait. C'était un Suédois qui était le designer général de ça. Et c'est ça qui a fait que quand ma mère est tombée enceinte, monsieur a donné à être à l'intérieur de son ventre, qui lui était à l'intérieur de la ville d'Ottawa. Moi, j'avais imaginé que ça t'avait donné une sensibilité à C'est la même histoire que Glenn Ford qui est né à Québec. Ah oui, Glenn Ford est né à Québec. Glenn Ford, l'acteur québécois. Oui. C'est ça. Alors, autrement dit, si tu veux pousser un petit peu plus loin, et je ne dis pas ça pour être désagréable, tu sais, mais
les premiers souvenirs que j'ai, et je les ai testés avec mes parents pour être sûr que c'est quelque chose que je n'avais pas imaginé, mais c'est dans le camion de déménagement entre Ottawa et Montréal quand on revient au Québec. Alors, je trouve que c'est prémonitoire. Mes premières images, c'est le retour au Québec. Ah! Oui. Mais je veux dire, toi, là, tu avais un intérêt pour la musique en général, pour aller vers le son. Est-ce que oui, non, il y avait quelque chose chez toi depuis J'aime pas du tout de ces milieux-là. Non, pas mais du tout. Tu avais un amour. Tes oreilles, tu as développé pour. Ben, ça vient de ma mère, ça. Ma mère était musicienne et enfant, était musicienne classique. Enfant, on l'a entendu pratiquer ses études de bac qui nous énervaient, nous autres. Aujourd'hui, je me rends compte du riche héritage qu'elle a laissé parce que je peux me retrouver à l'autre bout de la planète. Moi, si j'entends dans une école de musique quelqu'un jouer la toccate et fugue en ré mineur, me lève le direct, je m'en vais voir. Chez nous. Cette musique-là te rend chez vous donc, partout. l'oreille, oui, ça vient de ta mère. Ça vient beaucoup de ma mère. Et le côté social, ça vient de mon père. Mon père est né dans le faubourg Ramlas et son père à Saint-Henri. C'est une famille d'ouvriers, ça, au départ. Donc, ça nous a rattrapés par la bande dans nos sujets d'intérêt, moi et mes frères. Un frère boxeur, puis l'autre était graphiste pour la CSN. C'est pas idéologique chez nous. Non, c'est naturellement ton corps, hein? Mais comment ça s'est fait, l'échantillonnage au début de la série? C'est quoi le premier qui a été tourné déjà? C'est le M. Antonio Bazinet à Saint-Jérôme, parce que j'avais eu un contact, je l'avais rencontré, et le type pouvait giguer, chanter, jouer des anciens airs. Il faut comprendre que les familles dans les Laurentides, leurs ancêtres, c'est des gens de Montréal. Donc, si tu veux connaître le répertoire de Montréal et la banlieue au 19e siècle, c'est dans les Laurentides, puis aujourd'hui, dans la Naudière, tu vas le trouver. Alors, M. Bazinet portait ça. Et il y a un professeur dont j'oublie le nom, là, de Saint-Jérôme, qui m'avait introduit auprès de lui. Puis, René Boissy nous avait demandé de faire un pilote avant qu'on parte. Et l'émission pilote s'est envoyée de l'avant avec Antonio Bazinet. Puis ça l'a convaincu. Oui, puis c'est pas le meilleur de nos films, mais c'était ce qu'on pouvait faire à l'époque. Oui. Mais tu peux comprendre, Robert, puis toi aussi, Pierre, qu'au fur et à mesure qu'on filme, on vient meilleur. Au niveau du concept, au niveau de l'approche, au niveau des gens, mais au niveau de la cinématographie. Après, comment ça se passait? Tu faisais enquête sur le terrain, tu trouvais tes pions, puis... J'allais pas tout seul sur le terrain. Le temps... Écoute, il y a des ethnologues qui ont consacré 2, 3, 4, 5 ans de leur vie dans des régions près de Québec ou à l'île d'Orléans pour être capable de repérer des danses du quadrille et de savoir que c'est authentique et que ça a une grande valeur. Je ne vais pas refaire le travail. Okay, donc, tu es appuyé sur de la recherche. Il faut le dire que jamais j'aurais pu faire ces films-là sans l'aide, en premier, de tout le personnel, pas tout le personnel, mais des personnes clés. Là. Je pense à Luc Lacourcière, tous ceux qui avaient créé les archives de folklore à l'Université Laval, qui sont à la base du département d'ethnologie qu'il y avait à Laval. Luc Lacourcière, Conrad Laforte, je l'ai vu une fois ou deux, mais c'est un savant, Conrad. Il avait fait le résumé de toutes les versions inimaginables du fond et du répertoire des anciennes chansons françaises qui sont venues ici, et ça fait autorité à travers le monde, son travail. Mais Jean-Claude Dupont m'a aidé beaucoup, Jean Duberger m'a conseillé aussi, plein de personnes. Et j'ai fait ça en Acadie, avec Charlotte Cormier, qui était ethnomusicologue, avec Barry Hanslip et Raven Reed en Louisiane, qui avait fait le terrain Nexpedur, qui est un des grands anthropologues folkloristes aux États-Unis, qui a l'émission American Roots. On va entendre de sa musique tantôt, là, Carol Friend, Carole François, c'est lui qui l'a enregistré. Bon, ben, jamais je me lançais sur un terrain sans savoir. Même chose à Terre-Neuve. J'ai quand même communiqué avec des gens qui m'ont mis en contact avec des personnes ressources à Saint-Georges ou à Grande-Terre. Puis en allant là, ben, tout de suite, tu t'épargnes des années de recherche. C'est précieux, ça. C'est pour ça qu'ils sont tous dans le crédit. Tout dans le crédit des films, ces gens-là, parce qu'ils sont clés, déterminants. C'est comme ça que je déterminais que, par exemple, te donner un bel exemple. Je savais à quelque chose au Missouri, puis je savais qu'en Louisiane, on ferait un film. Michel, il dit, attention, tu pars, je parle de Michel Brault, il dit, tu pars pour faire un film en Louisiane. Je dis, Michel, fais-moi confiance. Et ça, c'est peut-être la plus grande affaire entre Michel et moi. Il y avait quand même presque 20 ans d'expérience de plus que moi. Ben oui. On n'était pas la même génération. C'est aussi pour ça qu'on s'entendait, je crois. Pour ça. Mais il me faisait confiance.
Faire confiance à un jeune, là, mon gars, c'est l'affaire la plus payante au monde. Et par je peux te Michel, le dire. et par Michel Brault. Puis Michel, il me passait pas un interrogatoire, là. Mais quand je lui ai téléphoné de Lafayette, puis j'ai dit, Michel, il n'y a pas un film, il y en a 4. Il dit, André, arrête-toi, je débarque en avion avec Claude, Andy Schmoura. Dis-moi pas qu'il y a 4 films. J'ai dit, Michel, la vérité, il y en a 20 à faire des films. Mais on va en faire 4. Il a dit, OK, d'abord. Tu sais, OK, d'abord, là, on réserve des chambres, des avions et tout, là. Faut pas que je me trompe trop, là. Oui, oui. Et je me suis à peu près jamais trompé, là, à peu près. Mais pas parce que je peux pas me tromper, je me suis trompé comme du monde, mais j'étais conseillé par du monde intelligent, je peux te le dire. OK, on s'arrête quelques secondes. On met un peu de musique Un peu là-dessus. de musique. D'accord. You know what we gonna do? Let les bons temps rouler. Let les bons temps rouler. Let les mille aller. Let les bons temps rouler. Let les bons temps rouler. Tout partout dans la moyenne. Oh, dis filles. Dis dans tes mains, y'a le soir. Hey, dis filles. Dis dans tes mains, y'a le soir. Let les bons temps rouler. Let les mille aller. Bonjour, chers auditeurs, auditrices. De retour à l'émission Derrière l'image. Nous sommes en compagnie d'André Gladu, une heure avec André Gladu. Et André, qu'est-ce que nous venons d'entendre? Ah, ben, c'est le nom de scène de Saint-Créole de Lafayette. En fait, il venait de Carencro, qui est un quartier noir, noir créole, donc francophone. Zydeco Joe, qui est le nom de scène. Son vrai nom, Joseph Mouton. Mouton. Et la raison pourquoi on a choisi ça, c'est que en 2005-2006, j'ai tourné un film à l'ONF comme cinéaste en résidence qui s'appelle Marron. Oui, oui. Sur les marrons en Louisiane, ou Maroons en anglais aux États-Unis, ce sont les Noirs en fuite sur des plantations. Des esclaves qui se sont enfuis. C'est les premiers révolutionnaires noirs aux États-Unis et c'est les ancêtres des Black Panthers du Black Power. Sauf que ce que le monde ne sait pas, et même les Américains noirs l'ignorent des fois, pas toujours, et c'est bon que les Haïtiens le sachent aussi, c'est que les premiers soulèvements dans des plantations d'esclaves aux États-Unis, c'est en Louisiane, ça s'est fait, et les fomenteurs de troubles, c'était les Haïtiens. Pour une raison très simple, c'est que leur père avait été amené de force en Nouvelle-Orléans et eux, comme esclaves, s'étaient retrouvés là. Donc, ils parlaient tout français, ce monde-là. Et il y a un héros en particulier, j'en parle dans le film Marron, c'est Jean Saint-Malo. Il restait dans les bayous, la baie de Barataria, en bas de la Nouvelle-Orléans. Tu ne peux pas l'attraper, là, parce que dans les marécages, il y a rien qu'eux qui pouvaient rester là. Et eux avaient appris ça des Autochtones. Les Autochtones. Pourquoi les Marrons se sont mariés avec des femmes autochtones? Bien, quand ils sauvaient les plantations, qui pouvait les recueillir? Tu ou pas des Américains? Non. Tu ou pas des Français de la Louisiane qui leur couraient après pour les étriper? Ils les pendaient quand ils coupaient en morceaux. Les esclaves qui attrapaient, ou ils les marquaient au fer, de manière que quand ils étaient revendus au marché de la Nouvelle-Orléans, quelqu'un qui avait un M sur lui, ça voulait dire marron. Marron. Ça fait qu'il coûtait moins cher parce qu'il était dangereux. Bon travaillant, mais dangereux. C'est-à-dire qu'il pouvait refomenter des problèmes sur une autre plantation. C'est les ancêtres de tout le mouvement de revendication aux États-Unis des Noirs. Pas uniquement, mais c'est un des foyers importants. Mais c'est les mêmes aussi qui sont derrière le jazz. Une des versions de ça... On peut le percevoir un peu. Un peu, oui. Mais ça, c'est plus un mouvement qui est né avec la musique cajun des Blancs. Et de la musique des Cajuns, on appelait la version des Noirs francophones la musique Lala Music. Ça vient des Caraïbes, tout ça, ces influences-là, et d'Afrique avant. Mais après ça, ça s'est appelé Zydeco Music. Et le mot Zydeco, qui est un mot qui est venu d'un journaliste américain qui, la première fois qu'il a débarqué à Houston, il l'a amené dans un club où il y avait rien que des Noirs francophones. Donc, Clifton Cheney et son frère Cleveland.
travaillaient, des ouvriers sur les bateaux, les chantiers maritimes. Et McCormick, qui s'appelait, il a dit « Wow, never heard that music before ». Il chantait en français, Clifton. T'es allé le voir, il dit « What kind of music is that? » Et Clifton Cheney, qui parlait très bien français, il a dit « Mais nous, on fait la musique des haricots. » « What? » Il dit « C'est la musique des haricots. Des haricots, musique. » Ouais. Il dit, man, this is our music. Il parlait anglais, évidemment, Clifton. Il parlait très bien français. Et c'était un jazzman fantastique. Et l'autre a compris, Zydeco, Zydeco. Le za, ils sont pas capables de le dire en anglais. Il a compris, Zydeco, Zydeco, Zydeco. Le mot Zydeco est une corruption du mot créole Zarico, qui, lui, vient en partie du français les haricots. C'est pour ça qu'il y a une chanson fétiche chez les créoles qui s'appelle « Les haricots ne sont pas salés ». Ce qui veut dire que ça va plus ou moins bien de ce temps-là. Wow! Et Moi, je pense, quand j'ai regardé la chronologie de ton travail, il y a comme une parenthèse, mais tout à fait logique. Pendant que tu fais le son des Français d'Amérique, Bernard Gosselin tourne La Veillée des Veillées, qui est un truc extraordinaire, auquel tu as été associé aussi. Ben, je l'ai créé carrément, La Veillée des Veillées. Je me suis associé, parallèlement que je faisais le son des Français d'Amérique avec Michel Brault, je me suis associé avec Jean-Luc Moisan, du service d'animation culturelle de l'UQAM. Pourquoi l'UQAM? Parce que je me suis dit, cette musique-là, faut pas juste la mettre sur l'écran, il faut aussi la relancer live, vivante. Ben oui. Et c'est pas en campagne qu'il faut le faire, parce qu'eux sont près encore de ces racines-là. C'est très en ville. Ben oui, c'est à Montréal. C'est pour ça que ça a marché, parce que c'était à Montréal. Et on a monté des festivals de 72 à 77. Le premier en 72 avait lieu au Jésus, qui faisait partie de l'UQAM, Collège Sainte-Marie, à l'époque, qui a été transformé. Bon, ça s'appelait Premier Festival de musique traditionnelle du Québec. C'est un peu pompeux comme titre, mais M. Bazinet était là, d'ailleurs, et M. Boudreau aussi. Et ensuite, le deuxième s'est appelé Le son des Français d'Amérique, parce que j'ai fait venir Dennis McGee, j'ai fait venir Boissec, j'ai fait venir, pas les frères Balfa, mais... Enfin, j'ai fait venir des Louisianais, là, je ne me souviens pas du jeune groupe qui était là. Et après, en 74, on a créé les Veillées d'automne en 75. Et la dernière veillée des Veillées d'automne, c'était 5 jours de musique à l'école du Plateau, dans le Parc La Fontaine. Oui, en plein milieu du Parc La Fontaine. C'était plein à tous les soirs. Puis la première soirée était Québec-Acadie. Ensuite, le mardi, Québec-Bretagne. Québec-Louisiane le mercredi. Et c'est là, le mercredi, que Zachary Richard s'est fait connaître ici. Avec son hit, La maudite guerre, puis Réveil. Quand il a chanté Réveil, la salle a sauté. Ben oui, moi aussi, il y avait 300 personnes dehors dans le parc qui essayaient de défoncer les portes pour rentrer, pour assister à ça, parce que c'était majeur et important. On échappait aux catégories dans lesquelles avait toujours été emprisonnée cette musique-là, c'est-à-dire le folklore, le collectage ethnologique. Rien contre ça, mais c'est beaucoup plus que ça, cette musique-là. Les Américains l'avaient fait pour la musique folk. Il y avait des poussiérés, ça. Lomax, Ralph Rinzler, Alan Jabour, tous ces gens-là... c'est important ce qu'ils ont fait, y compris un cinéaste que tu as bien connu en Californie, qui a travaillé là-dessus, qui s'appelait Les Blanc. Oui. Bon, ben c'est ça qu'on a essayé de faire. Je le menais parallèlement. Et évidemment, Bernard, qui était un ami, me suivait, puis il a dit, André, il faut qu'on filme ça. Mais j'ai posé des conditions impossibles. J'ai dit, tu peux pas monter sa scène avec ta caméra, que je te pas passer devant les musiciens d'aucune manière. Et écoute, il y avait comme caméraman, si je me trompe pas, Jacques Leduc, Michel Brault qui est venu tourner, Bernard lui-même, Jean-Claude Labrec, les meilleurs. Pour le son, la même chose. Serge Beauchemin, Claude Beaugrand, Philippe Trollier, tout ce monde-là était là et on montait une affaire fantastique. Mais étant moi-même dans le cinéma, je savais que ça pouvait déranger le cinéma. Mais tu sais, j'aurais dû être plus lousse. Bernard aurait fait mieux encore. C'est beau son film. Mais tu sais, j'ai donné des conditions... Un corset, comme on parlait tout à l'heure, puis il a réussi à bien s'en tirer. Donc, la veillée des veillées, on ramassait les meilleurs musiciens de la semaine le vendredi qui étaient disponibles. C'est comme ça que Jean Carignan s'est réconcilié avec les Québécois, parce qu'il était parti pour être enregistré aux États-Unis. Il ne jurait que par l'Irlande. C'était trop, là. Sur Philo, sur la marque Andrew Vermont, qui enregistrait Jean Carignan. Très, très beau disque, d'ailleurs. J'ai le disque. Oui.
C'est ça le lien avec Bernard. Oui, oui. Bon, OK. Mais ça fitait parfaitement Ben dans oui, ce ben oui. dans quoi Mais il y avait tu eu la nuit de la travaillais. poésie aussi. Hein, Oui, Chantal, la fête de la c'était- poésie. je me demande c'était comme si- c'était pas. Moi, j'ai toujours vu comme une espèce C'est un d'écho. peu le même Oui, esprit, oui, oui. c'est le même esprit. Oui. Ouais. Je ne pourrais pas vous dire jusqu'à quel point la nuit de la poésie m'a influencé, mais je travaillais au quartier latin dans ce temps-là. J'étais là, moi, drette debout, à côté de la scène, quand Claude Péloquin, qui vient de nous quitter, là, a Ouais. sorti sa poésie incroyable. J'ai vu Gaston Miron, Claude l'affiche- le- Claude Gauvreau, non? l'afficheur Michel qui- Lalonde. Oui, Michel Lalonde, Oui, avec Michel son Lalonde, Speak bien sûr, White. ben oui. Claude Gauvreau, qu'on Oui, oui, n'arrivait oui, pas oui. à comprendre, évidemment. C'était pas Non, le but. non. Mais il n'y avait pas, dans le cas de la veillée d'éveillé, finissons-en, là, on a Oui. bien des choses à couvrir. Il n'y avait pas un Irlandais bien impressionnant, il me semble, de Non, c'est mémoire. un Britannique. C'est un C'est John Britannique. Wright, qui était le plus grand joueur de gambard que Ah, tu peux oui, qui imaginer. était- Il jouait avec... John Wright était marié avec une Française extraordinaire qui s'appelait Catherine Perrier. Catherine est toujours vivante. Et elle chantait merveilleusement. Moi, je voulais faire venir un violonneux d'Irlande et il avait enregistré avec un violonneux là-bas et le violonneux ne pouvait pas venir. Et c'est John qui a agi comme intermédiaire. Mais il jouait la guimbarde sur le disque qu'il avait enregistré en France avec ce joueur de violon irlandais. J'ai dit, John, est-ce que vous pouvez jouer des airs irlandais? Parce que la veillée du jeudi soir, c'est Québec-Irlande. Irlande, ben oui. Ça serait vous, Jean Carignan, Monsieur Verrette, Yves Verrette de Québec, pour le Québec, et puis ça serait extraordinaire. Il est venu, puis il a joué, et finalement, il m'a présenté sa femme, c'est M. Boudreau, la veille, qui m'a dit, André, peut-être tu n'es pas au courant, parce qu'on ne sait pas tout. Il dit, la femme de John Wright, Catherine Perrier, c'est une chanteuse extraordinaire de tout le répertoire des vieilles chansons traditionnelles françaises. Et elle a une voix extraordinaire. Et Catherine n'osait pas se faire valoir. Elle accompagnait son mari, c'est Ouais, tout. ouais. Et ça ne m'a pas pris de temps que j'ai sauté tout de suite là-dessus. J'ai dit, êtes-vous prêts à chanter? Et c'est pour ça qu'elle fait un numéro avec son mari. Ah oui, là. c'est magnifique. Ils chantent tous les deux. Puis... Oui, je me souviens de ce passage-là. Puis ça a été édité sur disque après. Puis c'est Oui. pas ton frère qui a fait le... Non, c'est Non? Michel Fortier. Ah, c'est Michel. C'est Michel Mais Fortier, oui. un ami d'André Monpetit. Ben oui, là, a qui fait était la- là l'autre soir, Oui, d'ailleurs. Oui, Ben oui, oui. il était là. Il m'a apporté des affiches du Oui, son oui, en français d'Amérique. mais c'est ça. Je me souviens très bien du graphisme, Oui. mais j'avais oublié que c'était Michel qui avait Violonneux fait ça. assis sur son violon, Oui, oui, qui est oui. comme un calque, un take-off sur la chasse-galerie. Oui, oui, et oui, sur oui. plein de trucs qui font partie de notre imaginaire. André, je reste dans le son des Français parce que je me souviens qu'à un colloque, il y a 2-3 ans, où Michel était venu avec toi, vous aviez décortiqué une séquence, tu sais, chez le quêteux qui vivait dans une cabane à sucre perdue. Puis Michel l'avait analysé pour les besoins du colloque en termes de travail de caméra parce que vous partiez de dehors dans la nature pour rentrer dans un endroit où il n'y avait aucun éclairage possible. Puis, alors, il y avait un défi là, technique, Ouais. mais j'imagine qu'il y en a eu d'autres périodiquement comme ça. Votre chemin devait être un peu piégé régulièrement. Mais c'est ça qui est la beauté du cinéma direct, Du c'est que tu direct. n'as pas toutes les réponses en partant. Et la solution de documentaire comme ça, de film en direct comme ça, elle est 50% de préparation et de planification et 50% que tu dois laisser aller. C'est-à-dire que c'est le sujet à lui-même, c'est-à-dire les gens, les lieux, les circonstances, la température, le jour qui détermine ton travail. Tu n'es pas sensible à ça. Ton rapport, toi, Tu avec fais eux, juste... toi. Oui, en plus, ton rapport avec le violonneux ou avec la chanteuse de complainte évolue. À la première minute, c'est un truc, mais à la fin de la journée, c'est plus pareil. On retourne le lendemain avec elle, la connaît déjà mieux. Ça change. Si t'es pas sensible à ça et tu continues à filmer selon ton plan, c'est pas fin. C'est pas intelligent. Une des beautés du documentaire, c'est sa grande capacité à s'adapter à la réalité telle qu'elle se vit devant toi. Mais pour être capable de faire ça, faut que tu sois super préparé. Ça m'a été confirmé. C'est la plus belle leçon de cinéma que j'ai eue. Ça a été par Michael White et son band, The Real Authentic Dixieland Brass Band qu'il avait quand on a tourné Liberty Street Blues. Oui. Et puis Michael m'avait dit, après le tournant, on a filmé toute une journée, une street parade, une parade de rue qui va nulle part. À part à 30 personnes, puis elle revient à 4000 personnes. 4000 personnes que la police nous a dit qu'il y avait qui suivaient. Et il nous a rajouté le policier du Season Off,
for today. Oui. En voulant dire qu'il allait intervenir. Oui. C'était fantastique. Ben, il m'a dit, après le tournage, il dit « You film like a jazz band ». Il dit « You're like the trumpet player ». Il dit « Your assistant Ginette Guillard », qui m'a sauvé la vie dans ce tournage-là parce que ça prenait les permissions Sur de la les police. Baker Street. Oui, Oui. ça n'avait pas été d'elle comme assistante. J'aurais eu de la misère à passer à travers tous les liens avec les différents groupes organisés et puis les associations, la ville, la Nouvelle-Orléans, la police, c'est elle. Claude Beaugrand qui faisait le son, qui était extraordinaire. Ouais. Tu sais, Claude savait s'adapter à ces situations-là comme peu. Et Martin Leclerc, qui est, à mon avis, le dernier grand représentant du cinéma direct. Martin, tu n'as pas besoin d'y donner un plan. Il sait d'instinct comment il doit tourner. C'est Pierre vrai Perrault. héritier Il a de travaillé ces avec gars-là. Oui, cette Pierre génération. Perrault. Oui. Oui. C'est comme ça que s'est fait le film. Et c'est comme ça que j'ai appris que les principes du jazz et les principes du cinéma direct, c'est les mêmes. Et j'avais conté ça à Gaston Miron quand j'avais tourné avec lui. Et Gaston m'a dit « Ah, mais André, c'est toute la différence entre improviser et s'improviser. » Oui. S'improviser, c'est faire n'importe quoi parce que tu n'es pas préparé. Mais improviser, c'est la capacité de jouer avec la réalité à la fraction de seconde parce que tu es préparé. Ouais, ce qui est formidable, pareil. c'est que ça, au résultat, Liberty Street Blues, c'est un film d'une liberté extraordinaire. Ouais. Mais elle est libre parce que vous saviez très bien comment être libre dans les circonstances. Hein? Et c'est aussi, Robert, tu me fais penser, j'ai réfléchi à ça souvent. Comment ça se fait que Liberty Street Blues, que je considère, à tort ou à raison, comme mon meilleur documentaire? Parce que les principes du cinéma direct, t'es là, à tous les séquences, tous les plans. Et le monde commence... Et les Noirs sont imprévisibles à Nouvelle-Orléans. Ils vont pas te donner... Ils donnent un plan du déroulement de la parade. Tu peux le mettre dans les poubelles, ils vont pas suivre ça. Mais ils donnent ça à la police, des Blancs, pour que la police tienne tranquille. Mais ils prennent d'autres chemins, ils tournent... C'est une longue histoire qu'il y a derrière, là. À l'époque de Sidney Bechet, il ne fallait pas que ces parades-là se rencontrent parce qu'ils s'entretuaient entre eux. C'est ça. On ne va pas rentrer là-dedans parce que c'est une émission en soi. Les Street Parades, c'est à la base du jazz. Mais c'est ça qui a fait que, comment dire, donc on arrivait à être capable d'improviser. Et le plus incroyable, je te dirais, c'est peut-être le film sur lequel j'étais le moins bien préparé d'une manière conventionnelle. Mais quelque part, le son des Français d'Amérique avait fait son chemin à l'intérieur de moi. Je l'avais fait, pas avec n'importe qui, avec Michel. D'autres films aussi que j'ai fait, tout ça fait partie du cinéaste que j'étais devenu. Et je crois que c'est ça qui m'a aidé à être capable de vivre en diapason avec la Nouvelle-Orléans et de m'intégrer dans ce milieu-là. La matière était forte aussi. Mais je me disais, comment est-ce que tu es passé d'un terrain aussi particulier que celui exploré par le son des Français d'Amérique à Pellan, Miron, tu as mentionné Miron, on est ailleurs, là. Ouais, ou la conquête du grand écran, tu sais. Oui, je veux dire, t'es passé là-dedans, c'était un geste difficile ou c'était, allons-y... Bien, la conquête du grand écran sur les 100 ans du cinéma, tu te souviens, 1896 à 1996, on célébrait les 100 ans du cinéma québécois. C'est sûr que ça a une somme de recherche énorme. Et toute cette matière-là, comment la composer, l'orchestrer dans un montage, bien là, il faut mentionner les monteurs. André Corriveau, tu sais, m'a aidé beaucoup dans ces films-là, pour Miron, pour Tintamarre. Non, Pellan, c'est France. France qui est une monteuse extraordinaire aussi. Elle a fait Marc-Aurèle Fortin, qui est un film à deux, dans le fond, ça, quelque part. C'est mes origines. Sainte-Rose de Laval, Sainte-Rose de l'Île-Jésus. C'est ça que j'ai fait, ces films-là. Je les ai connus jeunes, moi, Marc-Aurèle Fortin et Alfred Pellan. Mais le monteur est déterminant là-dedans. Et il faut mentionner Monique Fortier pour Liberty Street Blues. C'est un tour de force qu'elle a fait. Un véritable tour de force. Mais elle avait du métier, elle aussi. Écoute, elle avait du métier, mais elle était un petit peu découragée au début puisqu'elle avait montré la parade à Nouvelle-Orléans en temps réel. Et c'était d'un ennui total. Parce que ça, c'est des choses que tu peux vivre dans la rue, mais tu ne peux pas imposer ça sur un écran. Il faut que tu le symbolises. Il faut que tu l'amènes à un autre niveau
ta parade. On s'en sert. C'est moi qui lui ai proposé la structure de faire une piste dans laquelle on rentre, puis on sort, puis on va voir les Iron Harmonizers, on va voir les Black Indians, on va voir plein de monde au travers la parade. Puis la parade est un fil conducteur, pas plus. C'est tout. Mais pour revenir à ta question, j'ai sauté d'un à l'autre parce que probablement que j'ai été éduqué comme ça, à être capable. Pour moi, Marc-Aurèle Fortin, Ernest Ouimet, Pellan, Zydeco Joe ou M. Boudreau, c'est le même monde. Il n'y a pas de hiérarchie dans mon esprit. Non. Pellan, c'est un grand peintre, mais Ben il n'est pas meilleur que Joe Mouton. Je veux dire, non, Joe Mouton n'est pas meilleur que lui. Ils ont apporté à l'humanité des choses importantes, et surtout pour nous, le Québec. L'apport de Gaston Miron, c'est aussi important que n'importe ce que M. Boudreau a donné. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui comprenait ça, c'est Gaston. Oui. Ben oui. À cause de ses Ben oui. origines. Ben Puis oui. d'ailleurs, tu l'as puis entendu comme Julien, chanteur. lui, Oui, ben oui. mais comme chanteur, Ben oui. incroyable. Ben oui, Gaston. Ben oui. oui. Grand Moi, chanteur. je pense que c'est dans ton Ouais. film que j'ai plus découvert, d'ailleurs, comme... OK, on s'arrête. Un peu de musique, Ah, là, ouais. pour qu'André reprenne son souffle. Et quand il me compte démontrer, ça casse mon cœur, cher petit. Chaque qui brille, c'est pas l'autre. Un bon amour est dur à trouver. Et j'ai trouvé dans la mauvaise moyenne. Tous les jours, c'est pas la même. Et où t'as été hier au soir beau? T'étais pas là quand j'ai passé. Et où t'as été hier le soir beau? T'étais pas là quand j'ai passé. Et j'ai trouvé dans la mauvaise moyenne. Tous les jours c'est pas la même. Translation: when you tell me lies, it breaks my heart, sugar babe. All that shines is not gold. Good love is hard to hold. And I found out in the worst way. Every day is not the same. So where were you last night, boy? Said you were there when I passed by. Where were you last night, boy? 'Cause you were there when I passed by. And I found out in the worst way. Every day is not the same. De retour à l'émission Derrière l'image, nous sommes en compagnie d'André Gladu. Et André, encore une fois, qu'est-ce que l'on vient d'entendre? Ah, ça, c'est Mme Carole François, qui est une Haïtienne d'origine. C'est une Américaine depuis peut-être quelques générations, mais elle vit à Lafayette et c'est une joueuse de piano, blues et boogie. C'est incroyable l'énergie qu'elle a. Elle se fait appeler aux États-Unis parce que les Américains n'arrivent pas à prononcer le nom François. Carol Fran, F-R-A-N. Son vrai nom est Carole François. Puis, elle fait partie d'un milieu des Noirs, quartier noir de la Nouvelle-Orléans. D'ailleurs, elle habitait tout près de Clifton Chénier à la fin de sa vie. Clifton habitait dans ce coin-là. Mais là, c'est pas de la musique Zarico. C'est carrément du jazz. Elle est Comme carrément- oui, c'est vraiment Oui. un blues. Oui. Et puis, tu as eu des artistes importants de jazz qui sont venus de la région. Pombro, qui sont venus de Carencro, qui sont venus de Lafayette. Broussard en bas. Buck Johnson vient de ces coins-là, le joueur de trompettiste. Oui. Il y en a plein. Elle fait partie de ça. C'est pas connu aux États-Unis. C'est pas connu. En Louisiane, c'est connu comme une artiste de variété, c'est à peu près tout. Mais personne ne comprend la filière d'où elle sort. Comment ça se fait que de nos jours, une femme, je suis allé chez eux, moi, à Lafayette, elle m'a reçu, puis on ne parle qu'en français, évidemment. Et elle est arrivée, elle a ouvert le truc de son piano, là, qui recouvre le clavier, puis elle a dit « Mais quoi tu veux entendre, cher? » Mais j'ai dit, je vous ai entendu ce indice, c'est extraordinaire. Elle se met de la main gauche à jouer pendant qu'elle me parle. Oui, en même temps qu'elle jouait, puis elle me parlait, puis tout d'un coup, elle se met à chanter des paroles de chansons. Là, quand je suis sorti de là, j'étais allé voir mon chum, un journaliste qui travaille pour Downbeat et tout, Ben Sandmill. C'en est un des guides qui m'a aidé beaucoup, entre autres pour Liberty Street Blues. Je dis, Ben,
I have to film Carol Friend. Tu l'as filmé? Non, elle? je ne l'ai Non, pas ça, filmé. c'est pas fait. Tu sais, le monde ne se rend pas compte. Une idée de film, c'est pas une affaire qui te passe par la tête. C'est facile d'avoir des affaires qui te passent par la facile. tête. Mais c'est de t'associer avec les bonnes personnes et trouver des sous. C'est un moyen d'expression qui coûte très cher. C'est pas comme prendre un carnet, faire un croquis, écrire un poème. Je dis pas ça pour diminuer ces formes. Heureusement que ça existe. Mais nous, ça te prend 5 000 piastres en Tu viens de nous partant. tendre une perche, justement. Ah, Tu as oui. parlé de sous. Là, On voulait te veut parler de ton Ben, travail nous, de producteur. Une partie de ta carrière, plutôt vers la fin, tu étais Entre 97 et t'as 2001, été producteur t'as été de producteur plusieurs, Oui, oui. plusieurs films que j'aime beaucoup, là, Aviature. Puis en plus d'une nouvelle génération. Oui, hein, quand je vois, Hugo Latulippe, puis tout, là. oui, puis Serge Julie Guerre, Perron, voilà, Stéphane Thibault, des gens qu'on connaissait pas qui débarquaient. Hein. C'est Doris Girard qui, après avoir vu, je crois, La conquête du grand écran, m'a appelé. Je ne la connaissais pas plus que ça. Je savais qu'elle avait été productrice d'un studio de fiction à l'ONF, mais elle était directrice du programme français en 96-97. Et puis elle a dit, André, j'aimerais ça te rencontrer. Elle m'a rencontré, puis elle a dit, veux-tu être cinéaste résident ou veux-tu prendre en charge 2-3 studios? Elle faisait la fusion, elle venait de rentrer en poste, puis elle fusionnait le studio des femmes avec le studio des groupes culturels. Il y avait beaucoup de femmes arabes qui filmaient à cette époque-là, au moins 2-3 que j'ai connus. J'en ai produit une, la Tunisienne, là, dont j'oublie le nom, là, un très beau film, Najwa, son nom va me revenir. En tout cas, et elle m'a posé la question. Et à ce moment, à cette étape-là de ma vie, Robert, il faut comprendre que j'avais approché mon film sur le cinéma québécois, La conquête du grand écran, de la même manière que j'ai approché Les Violonneux. C'est-à-dire, tant qu'à étudier d'où vient la musique traditionnelle au Québec et à quoi elle sert et elle est portée par qui était peintre au Québec, qui était poète. J'ai fait un truc sur l'École nationale de cirque. Et là, je tombais dans l'histoire du cinéma québécois. C'était normal que mon intérêt se tourne vers mon propre métier. Parce que mon métier est un métier traditionnel aussi, si je peux dire. Et on l'oublie. Le cinéma, toi, tu le sais mieux que n'importe qui ici, ça a des origines populaires importantes. Ben oui. Que ce soit les montreurs de l'antenne magique, tout ce qu'a étudié André Gaudreau et les autres avec son équipe à l'Université de Montréal. Germain Lacasse a été conseiller là-dessus. Veut dire, on avait... Lucette Lupien, qui était responsable... Pierre Véronneau de la Cinémathèque était notre conseiller historique principal, parce qu'il faisait autorité dans son domaine. Il avait étudié des pans entiers du cinéma québécois. Alors, on travaillait beaucoup avec Pierre. Mais après avoir fait ça, tu sais, j'ai trouvé que j'avais comme bouclé une boucle. Et quelque part, la demande ou la proposition de Doris Girard est tombée pile. Et surtout, ça m'a aidé à choisir. Le côté cinéaste, je connaissais. Je savais ce que c'était. Être là en résidence ne faisait pas de différence dans ma vie. Mais être là comme producteur, par exemple, et j'ai toujours eu un côté, tu l'as vu avec les veillées, organisateur, être capable d'encadrer. Puis tu sais, j'étais pas un cinéaste frustré qui avait rien fait dans sa vie. Là, j'avais voyagé, j'avais travaillé avec les meilleurs. J'étais prêt à être capable de transmettre ce métier-là à des plus jeunes. Et ça a tombé pile parce que Doris m'a dit, tu vas monter un programme pour la relève documentaire. À l'ONF, c'est important qu'on fasse ça maintenant. Et c'est moi, avec Michel Pérusse et Christian Médavard. Tu pourrais retourner par les temps qui courent. Ben, on pourrait retourner sur beaucoup de pistes, malheureusement. Non, mais l'Office aurait besoin beaucoup de stimulants. Non, c'est certain. L'Office, Robert est un peu méchant. L'Office fait encore de documentaires. Oui, mais c'est une longue histoire à raconter, ça. Comment les créateurs étaient la locomotive. Oui, OK. Alors, je le garde là-dessus. C'est une critique affectueuse, mon affaire. C'est pas méchant pour 2 sous. Je ne suis pas là-dedans en méchanceté. Mais... pour revenir à ce qu'on disait, à m'en faire ça, puis donc j'ai ouvert le studio Culture Expérimentation. Ça t'a plu comme expérience? Ah, j'adorais ça. J'adorais ça. Il y a plein de jeunes cinéastes, là, Julie Perron, Danick Champoux, qui a gagné le prix du documentaire, le prix Pierre Perrault, avec son film Mon Père. C'était magnifique. Mon Père, c'est beau. La proposition de projet a été écrite comme ce que tu vois à l'écran. Ce qu'il disait, c'est ce que tu vois à l'écran. C'est un des cinéastes, je trouve, que une énorme capacité de conceptualiser, d'imaginer un film et d'être capable
de traduire en images et en son sans pervertir ou sans changer le cours de sa vision, de son élan. Oui, d'Annick Champoux. Ah oui. Mais il y avait aussi Stéphane Thibault qui était extrêmement Stéphane Thibault. imaginatif. Ah oui, Stéphane, oui. Hey, Stéphane, il a fait des choses... Oui, puis on avait Bruno Bouliane qui a fait Aviature. Aviature. Puis qui est retourné sur tes traces il y a 1 an et demi, Oui, 2 ans. oui, avec Le Rêve américain. Oui, le Il est Rêve beau ce américain. film-là, d'ailleurs. Oui, il y a C'est des intéressant. trucs, oui. Et puis Hugo Latulippe qui a Hugo, fait ben ouais. Voyage au nord du monde, que le monde ne connaisse pas de lui et qui est très beau. Mais aussi, évidemment, son bacon. Son bacon, qui a fait oui. beaucoup de Qui bruit. a fait et beaucoup qui de nous a bruit. donné Beaucoup du de bruit. retard au point de vue légal et tout. Mais quand même, on a réussi à le sortir, le film. Puis j'ai travaillé aussi avec Marie Brodeur, La danse du guerrier, entre autres. Et Serge Giguère, qui a fait 2 très beaux films. Le reel du mégaphone avec Ah oui. Gilles Garand. Oui, oui. Et magnifique film sur Suzanne Côté, Oui, qui est un de nos plus aussi. grands Mais artistes. Toi et Marc Aurèle, puis lui, puis Suzard, c'est comme... Et là, le Musée des Beaux-Arts s'était un peu réveillé là-dessus, là, d'arrêter de faire des expositions, c'est western. Est-ce que les Américains ont besoin de nous au Québec qu'on leur fasse de la publicité puis de la promotion pour leur valeur? Je crois pas. Donc, pourquoi pas investir dans ce qui est intéressant? Le Musée des Beaux-Arts devrait m'inviter avec Serge Giguère pour présenter Marc-Aurèle Fortin et Suzanne Côté. Parce que c'est complémentaire, c'est beau, ça en dit long sur l'histoire de l'art. Et vous ici. deux, moi, je trouve Et Serge est intéressant. Serge tu sais. Mazin, Donc, t'as-tu vu son tout dernier film? non, Lettre à ma malheureusement, mère? il paraît que c'est magnifique. C'est sûr, c'est super beau, extraordinaire. Ça m'étonne pas. C'est tellement juste pas émouvant. évident. C'est l'histoire du Québec. C'est l'histoire en du résumé, Québec, en plus. mon gars, Ah à oui? partir d'un portrait À partir d'une famille. de sa c'est famille, et extraordinaire. c'est extraordinaire. Non, j'ai adoré l'expérience. Ça n'a pas toujours été facile parce que c'est très compétitif, les producteurs d'un studio Oui, à l'autre. oui. Puis il y en a qui sont des experts de te couper Y a-tu l'herbe des- sous le pied. y a des Puis on pognons? réussissait tous nos coups. Tous nos films ont passé à la télévision. Tous nos films ont été montrés dans les festivals, ont gagné des prix. Ça achetait ombrage à certaines personnes, ça. Et quelque part, quand est venu le temps de fermer les studios, parce qu'il y avait des coupures au programme anglais et au programme français, j'étais considéré comme le dernier arrivé, le plus jeune des producteurs. Puis pour toutes sortes de raisons, du politically correct, on ne pouvait pas fermer le studio d'une telle, d'un tel, parce que l'ancienneté, parce que c'est une femme, parce que ci, parce que ça. Et moi, ils m'ont fermé le mien, alors que ça marchait. D'un strict point de vue business, c'est pas intelligent. C'est pas parce que je t'ai mêlé à ça. Mais quand une affaire marche, tu mets pas H dedans, c'est pas fin. André, tu as continué à tourner. On parle beaucoup de tes bons coups des années 70, 80, 90. Récemment, tu continues à faire des choses. Oui, j'ai fait me suis trouvé un groupe d'appartenance dans l'Anaudière à cause de mes intérêts qui s'appelait je parle à l'imparfait parce que ça vient de fermer malheureusement, alors que c'est un bijou au niveau culturel. C'est le Centre du patrimoine vivant de l'Anaudière qui était mené par différentes personnes, mais les 2 animatrices importantes étaient Véronique Place, qui est une violonneuse extraordinaire, qui est derrière les commandos trad, qui intervenait en ville, dans le métro, un peu partout. C'est elle, ça. Et Véronique Massé, qui était administratrice et qui apportait aussi une capacité de gestion qui était importante. Ces 2 Véroniques-là, qui ne connaissaient pas le cinéma, ont accepté de me produire. Ils m'ont proposé, en fait, quelque chose sur la chanson. Ça a donné 4 petites capsules qui donnent un total de 30 minutes qui s'appelle Le Chant du Monde, sur des chanteurs traditionnels, parce qu'il y a une forte tradition de chanteurs. Ouais. Puis après ça, on a mis au point un projet un peu plus ambitieux qui s'appelle Matawini, la rencontre des eaux, parce qu'en Atikamekw, le mot Matawini, ça veut dire là où les eaux se rencontrent. Tu sais, les Autochtones ont le génie de pas donner des noms à des lieux qui sont fixes. Ils donnent des noms à des lieux quand c'est en mouvement. Donc là où l'eau se rencontre, c'est important pour les canaux, c'est important pour la pêche, la chasse, c'est important pour le transport. Ils vont donner un nom, mais ils ne vont pas donner un nom à un terrain en arrière. Tu sais. C'est absolument fantastique, la force de la langue Atikamekw là-dessus. Et moi, j'ai voulu appeler ça Matawini, puis c'est le nom de la MRC aussi, dans le Nord. Oui, c'est eux qui finançaient le projet. Donc, je trouvais qu'il n'y avait pas une rencontre des eaux, mais rencontre des idées. André, on est obligé de s'arrêter là-dessus, mais ça tombe bien aussi. C'était la rencontre des eaux, là, Matawini. On s'arrête là-dessus. On te rattrapera un de ces jours. Ben oui, pas de problème. Merci beaucoup d'être venu. Merci, André. Ça fait plaisir, grand plaisir pour moi. Viens avec moi là comme moi. All right.
Montez dans mon pick-up truck, allons la coponche. On a parti des haricots là-bas, cher. Tout partout dans les rangs coton. Dans les rangs maïs. On va des haricots dans les rangs patates. Des haricots dans les pièces coton. On trappe mes mulets, cher. Allons des haricots. On trappe mes mulets. On mène les bridons. Allons des haricots, cher. Allons des haricots. On trappe mes mulets. On mène les bridons. Allons la flèche de Simon Traîneau. Oh yeah, yeah, allons des haricots. Oh yeah, yeah, allons des haricots. Oh yeah, yeah, à danser Polika. Oh yeah, yeah, à danser Mazouka. Oh mam, comment c'est vaillant. Oh tout quelqu'un a fait des haricots. Oh tous les 10 enfants a fait des haricots. Oh tout le vieux monde a fait des haricots. Oh yeah, yeah, allons des haricots. Oh yeah, yeah, allons des haricots. Allons dans les coches, des ronds patates. Dans les coches, des clos maillus. Dans les coches, allons dans les coches. Oh yeah, yeah, des ronds maillus. Oh yeah, yeah, allons dans les coches. Oh mam, oh pop, allons dans les coches. Oh y'a des maths de tortillon. Oh yeah, des maths de tortillon. Oh pop, allons dans les coches. Oh pop, allons dans les coches. Moi, il dans ça. Et dans. On dit toi ça. Moi, il dans ces moules là, mais ça, les codes dans les pièces coton. Moi, il dans ça.